Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Nous sommes aujourd'hui le 4 avril 2023. C'est toujours un énorme plaisir que vous nous offrez à pouvoir nous exprimer en face de vous. Pas parce que nous savons beaucoup, en vérité nous savons très peu, mais c'est surtout dans une disposition d'apprendre davantage avec les uns et les autres que nous faisons ces émissions que nous appelons le festin intellectuel. Aujourd'hui est un jour spécial pour nous et quel que soit le nom que les uns et les autres pourraient l'appeler ce jour, certains diront la renaissance, mais nous préférons l'appeler la reviviscence, ce qui revient au même mot. Et ici, ce qui est le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé et où est-ce que nous voulons aller et l'héritage que nous voulons laisser aux générations à venir. En réalité, le sens même de l'existence, ce n'est pas de vivre, mais c'est comment de traverser l'existence et d'aller au-delà de l'existence. C'est ce que Friedrich Nietzsche appelait le surhomme, celui-là même qui arrive à se surpasser, celui-là même qui arrive à vivre au-delà du temps. Et c'est à travers nos actes, nos actions, que nous pouvons véritablement vaincre le temps pour que les générations à venir se souviennent de nous. Et c'est dans cet esprit-là que nous faisons ce travail, qui sera pour nous un devoir de mémoire, parce que nous exposons de la vérité ce que nous savons, afin que les générations à venir puissent s'en inspirer, pour essayer de comprendre davantage d'autres versions de l'histoire, et pouvoir se faire leurs idées, mais surtout pouvoir conduire la Côte d'Ivoire et l'Afrique sur le chemin de la prospérité, de la paix et du développement. C'est ça le plus important pour nous. Et donc de temps à autre, vous verrez que je vais m'arrêter. Ce sera pour balayer les vendeurs de bonne fortune, ce qui ne nous intéresse pas ici sur cette plateforme. Et donc, comme nous le disions à l'entame de l'émission, on va parler aujourd'hui de la Côte d'Ivoire et surtout du 11 avril, qui est une date symbolique qui a vu Laurent Gbagbo chuter comme un fruit pourri, comme disait le docteur président Alassane Ouattara. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il faut venir avec preuve à l'appui pour s'exprimer. Puisqu'aujourd'hui, les gens n'aiment pas lire, les gens n'aiment pas faire de recherche. Il faut donc mettre en face d'eux des vidéos et des vérités pour qu'ils ne puissent pas encore venir contester ou dire que c'était trop difficile d'aller faire de la recherche. Et donc, le travail que je fais s'intitule Côte d'Ivoire du 7 août 1960 au 11 avril 2023. La reviviscence, ce qui signifie simplement la renaissance, si vous voulez. Et donc, en introduction, disons que la Côte d'Ivoire, qui était préalablement une colonie de l'Afrique occidentale française, devient indépendante le 7 août 1960. Et dès le 27 novembre 1960, Félix Houphouët-Boigny prend un pays composé d'une mosaïque d'ethnies et l'on parlera d'à peu près d'une soixantaine d'ethnies ou de groupes ethniques. À partir des années 1970, avec la vente du cacao et du café, Félix Houphouët-Boigny va rendre la Côte d'Ivoire prospère et va maintenir le melting pot, c'est-à-dire cette mosaïque de peuples ou d'ethnies, pour lui donner tout son mérite d'un pays d'hospitalité promise à l'humanité. Mais, malheureusement, le 26 octobre 1970, une première rébellion va naître et le leader de cette rébellion s'appelle Krabbe Nyabé. Il est le créateur du Parti nationaliste africain. Il va occuper Gagnoa comme sa capitale régionale et il va proclamer la République d'Eburnie. Le gouvernement ivoirien de l'époque va réagir vu que Krabbe Nyabé et sa bande de paysans se donnaient à cœur joie d'éliminer toutes les autres ethnies pour pouvoir créer leur propre État en Côte d'Ivoire.
à partir des Gagnois. Et donc le gouvernement ivoirien, qui tenait tant à cette mosaïque et qui tenait tant à l'unité du peuple, va mater cette rébellion avec une grande fermeté. Et l'utopiste Kragbe Nyabé, qui était le chef des insurrectionnistes et aussi un populiste comme Laurent Gbagbo, sera mortellement atteint dans les affrontements qui suivront. En octobre 1990, après l'ouverture démocratique, Laurent Gbagbo et le président Félix Houphouët-Boigny iront aux élections présidentielles. Là encore, Laurent Gbagbo accusera le président Félix Houphouët-Boigny de lui avoir volé sa victoire à ces élections présidentielles. Il faut signaler que de 1960 à la mort de Félix Houphouët-Boigny, cette mort qui surviendra le 7 décembre 1993, la Côte d'Ivoire aura été un havre de paix, de prospérité économique, mais comme aimait à le dire le vieux Félix Houphouët-Boigny, que certains appelaient le bélier de Yamoussoukro, je préfère l'injustice à la violence. Et malheureusement, après la mort de Félix Houphouët-Boigny, s'annoncera le début du calvaire pour notre Côte d'Ivoire. Épisode numéro 1. Henri Konan Bédié, Aimé, de 1993 à 1999. Henri Konan Bédié, Aimé, hérite du pouvoir après Félix Houphouët-Boigny. Les frictions entre Henri Konan Bédié et le docteur Alassane Ouattara vont causer la guerre des héritiers de Félix Houphouët-Boigny. La guerre des héritiers va de facto diviser le PDCI. Bédié, qui prend le pouvoir, fera un premier discours en exigeant que tous les Ivoiriens se mettent à sa disposition. Il va gérer la Côte d'Ivoire dans un esprit tribal et tribaliste, en se braquant sur son concept de l'ivoirité, c'est-à-dire une idéologie qui catégorise les Ivoiriens selon lui des plus dignes appelés des sources multiséculaires aux plus indignes qu'il qualifiera d'Ivoiriens aux origines douteuses dans son livre « Les chemins de ma vie ». L'ancien Premier ministre, le docteur Alassane Ouattara, sera empêché. Vous allez m'excuser. Sera empêché de se présenter aux élections présidentielles du 22 octobre 1995 à la suite d'une réforme du code électoral du 8 décembre 1994 qui stipule que les candidats à la présidence doivent prouver leur ascendance ivoirienne. Durant sa gestion, Henri Konan Bédié fait la chasse aux Ivoiriens qui ont des noms originaires du nord de la Côte d'Ivoire ou encore qui sont musulmans, ce qui fera dire à Alassane Ouattara que l'on m'empêche d'être candidat parce que je suis musulman originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Dans le même temps, Henri Konan Bédié et son régime ne se feront pas prier pour traquer les populations originaires du nord de la Côte d'Ivoire, traquer ceux qui sont dans l'administration publique et surtout traquer les populations ordinaires en faisant d'eux, c'est-à-dire les Ivoiriens du Nord, les ennemis publics
qu'il fallait ostraciser à tout prix. C'est bien cette division et cette destruction de l'unité nationale qui va conduire le général Ibrahim Koulibaly et certains militaires que l'on pourrait appeler ici les zinzins et les baillefouins à faire un coup d'État militaire le 24 décembre 1999. À la recherche d'un parrain pour diriger le coup d'État, le général Koulibaly Abdoulaye ainsi que Palinfo refuseront d'assumer la direction de ce coup d'État. C'est donc Guy Robert qui accepte de se placer en chef du Comité national de salut public en abrégé CNSP. Guy Robert, pour nous dit-il balayer la maison ivoirienne des démons de la division ethnique instaurée par Henri Konan Bédié. À cet effet, relativement à la gestion de Bédié et de ce qu'il vaut, écoutons ensemble ici cet tutoriel de Mère Blanc pour nous rendre compte de l'homme Henri Konan Bédié. Bonjour éclaireur, bonjour tous mes condisciples de la classe éclaireur Pro Vérité. Mon édito aujourd'hui s'intitule Henri Konan Bédié, le pupille de la nation. Un pupille de la nation désigne un orphelin que l'on place sous la tutelle de l'État et qui est pris en charge aux frais de l'État jusqu'à sa majorité. Mais dans le cas de notre pupille à nous, cela fait 88 ans que cela dure. Il a siphonné du coup toutes les mamelles de la mère patrie sous une multitude de fonctions. Cela a commencé lorsqu'il avait seulement 26 ans. Il est alors bombardé, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Il rentrera 6 ans après pour écumer l'antichambre de la présidence. Il sera entre autres président de l'Assemblée nationale, puis président de la République dès le décès de son bienfaiteur, le vieux Félix Houphouët-Boigny, qui a été mal inspiré sur le coup. Bédié est programmé par le vieux pour lui succéder? Si oui, dans quel intérêt? Est-ce le moyen pour le sage homme de confier le pouvoir d'État à un baoulé comme lui? Bédié lui-même avait-il les qualités requises pour se voir confier le destin de millions d'âmes? Avec lui, place à l'improvisation, à la triche, au détournement de fonds, dont celui des 18 milliards de l'Union européenne fera date. Sans compter que le petit homme est foncièrement rancunier. Nous n'avons pas oublié le coup du CNT en 2020. Triste père de la nation avec sa théorie de l'ivoirité, il a brisé à jamais la concorde entre les différents peuples ivoiriens. Lui dont les parents sont inconnus. Lui qui aurait fait des études en économie, mais dont la gestion économique du pays a été un fiasco retentissant. Lui qui est à la tête des fronts sociales, mais qui reste enclin à la fuite. Nous n'aurons jamais de cesse d'attirer l'attention de nos autorités, d'être regardants sur la nature des candidats aux prochaines élections présidentielles. Car si les cas Gbagbo, Bédié, Soro Guillaume ne nous servent pas de leçon, le pays tombera encore une fois entre les mains de charlatans, imposteurs et vauriens. Pas de place aux fuyards, aux assassins et autres anciens bagnards et détourneurs de fonds et imitateurs de signatures. Vous ne direz pas que vous ne saviez pas. Nous vous l'aurons dit. Merci et à bientôt. Et donc, Henri Konan Bédié tombera le 24 décembre 1999. Ce qui nous conduit naturellement à l'épisode Guy Robert de 1999 à 2000. Dès sa prise de pouvoir, très vite le général Guy Robert
déçoit tous les espoirs qui avaient été placés en lui. Alors qu'on s'attendait à une Côte d'Ivoire démocratique, avec des élections ouvertes à tous les Ivoiriens et une prospérité relative à travers les libertés d'expression, vous m'excuserez, je vois que les vendeurs d'illusions sont très actifs. Gueye Robert ne fera pas mieux que M. Bédié, car en collusion avec un certain Laurent Gbagbo, il va détruire le pays sans s'en rendre compte. Laurent Gbagbo arrive à convaincre Gueye Robert que tous deux étant de l'ouest de la Côte d'Ivoire, lui, Laurent Gbagbo, préfère que Gueye Robert organise des élections avec lui afin que Gueye Robert demeure président de la République de la Côte d'Ivoire et lui, Laurent Gbagbo, soit son premier ministre. Convaincu par la roubladise de Laurent Gbagbo, Gueye Robert se lance dans une chasse implacable contre les militaires originaires du nord de la Côte d'Ivoire qui n'ont eu que le malheur de lui avoir donné le pouvoir. Il va ainsi massacrer des centaines. Sous sa houlette, une nouvelle constitution en complicité avec Laurent Gbagbo et son FPI sera mise en place dès le 23 juillet 2000. Cette constitution aura pour mérite d'éliminer le candidat Alassane Ouattara des élections présidentielles d'octobre 2000. Dans son article 35, que voici, il sera écrit ceci contre Alassane Ouattara, comme nous le dit Laurent Gbagbo. Écoutons ici cette vidéo pour nous en convaincre. On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. C'est pas de se lever la question qui me tombe. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui me tombent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Cette constitution, on est au forum de la réconciliation pour se dire la vérité. Cette constitution a été votée au moment où le président Ouattara devenait empardonnable pour tout le monde. Mais l'article 35 ne règle pas que le président Ouattara. L'article 35 de la Constitution est là, règle trois problèmes. Premièrement, cet article règle le problème de Ouattara en ce que il a été haut fonctionnaire d'un autre pays. Donc, il y a une phrase qui dit, pour être candidat à président de la République, il ne faut pas s'être prévalu d'une autre nationalité. Ça, c'est pour Ouattara. Oui, ça c'est pour Ouattara, c'est pour régler le cas de Ouattara que les constituants ont écrit ça. Mais il faut que les Ivoiriens aient le courage et l'honnêteté d'assumer ce que le peuple de Côte d'Ivoire a voté. Quand on n'est pas courageux, on ne fait pas la politique. Et le deuxième problème que l'article 35 règle, c'est le problème du Bédié. La manière dont Bédié a eu le pouvoir. Bédié était président de l'Assemblée nationale et l'article 11 faisait de lui un président de la République à part entière. L'article 35 a dissous cet article 11-là et a donné un pouvoir transitoire au président de l'Assemblée nationale, lui demandant d'organiser les élections entre, je crois, 45 et 90. Donc, la manière dont le président Bédié a eu le pouvoir exécutif, on ne pourra plus l'avoir comme ça ici. L'article 35 règle aussi ce cas. Troisièmement, l'article 35 règle le problème du Fobani. Les Ivoiriens qui ont rédigé cette constitution pensent qu'à un moment donné, le Fobani était trop vieux et trop fatigué. Donc, trop âgé, il a commis des impairs. C'est pourquoi cet article-là limite l'âge pour être candidat à la présidence à 75 ans. C'est un peu ça vous faites.
Non. Donc, il faut qu'on comprenne bien. Il faut qu'on comprenne bien que les problèmes qui étaient posés au moment où cette loi fondamentale était rédigée, ce sont ces problèmes-là qui ont été réglés. Ne voyant plus de problème, j'ai dit que je ne soumettrai pas la Constitution à la révision. Je mets une autre génération, l'autre génération d'hommes politiques qui va venir, peut-être se trouvera en face d'autres problèmes. S'il le souhaite, il peut modifier cette Constitution. Ou bien il peut écrire une autre Constitution. Mais moi, ce sont les problèmes qui se posaient à nous au moment où nous avons rédigé la Constitution que nous avons réglée. Et donc, mesdames et messieurs, comme vient de le confirmer Laurent Gbagbo, cette constitution avait été écrite pour éliminer Alassane Ouattara, pour éliminer Bédié, mais surtout pour se venger contre Félix Houphouët-Boigny. Et voici ce que cet article 35 disait. Le président de la République est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de 40 ans au moins et de 75 ans au plus. Il doit être ivoirien d'origine, né de père et de mère eux-mêmes ivoiriens d'origine. Il doit n'avoir jamais renoncé à la nationalité ivoirienne. Il ne doit s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Il doit avoir résidé en Côte d'Ivoire de façon continue pendant 5 années précédant la date des élections et avoir totalisé 10 ans de présence effective. L'obligation de résidence indiquée au présent article ne s'applique pas aux membres des représentations diplomatiques et consulaires, aux personnes désignées par l'État pour occuper un poste ou accomplir une mission à l'étranger, aux fonctionnaires internationaux et aux exilés politiques. Le candidat à la présidence de la République doit présenter un état complet de bien-être physique et mental dûment constaté par un collège de 3 médecins désignés par le Conseil constitutionnel sur une liste proposée par le Conseil de l'ordre des médecins. Ces 3 médecins doivent prêter serment devant le Conseil constitutionnel. Il doit être de bonne moralité et d'une grande probité. Il doit déclarer son patrimoine et en justifier l'origine. Une fois les dites élections de 2020 organisées, Laurent Gbagbo, tout comme Guy Robert, estime chacun avoir gagné ces élections. Grâce à l'appui du Parti socialiste au pouvoir en France et surtout aux manigances de Laurent Gbagbo dans l'armée, celui-ci s'imposera à la tête de la Côte d'Ivoire dans des conditions qu'il qualifiera lui-même de calamiteuses. En vérité, Laurent Gbagbo prendra le pouvoir dès le 26 octobre 2000 à partir d'un coup d'État militaire appuyé d'un soulèvement d'une frange de la population ainsi que la bénédiction des socialistes français. Écoutons cette vidéo qui nous fait témoignage de l'histoire. En ces jours, les 25 et 26 octobre 2000, parce que Dieu Tout-Puissant, qui détient la royauté, le pouvoir et l'autorité des hommes, a effectivement utilisé puissamment un des vôtres, le commandant Oulata Gaudi Pierre, pour établir Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire et chef de l'État. Si je n'avais pas été aide du camp, commandant GSPR, chef du corps du 1er bataillon d'infanterie et commandant les camps d'Aquedo, en octobre 2000, Gbagbo Laurent n'aurait jamais été président de la République. C'est donc aussi l'armée qui a imposé Gbagbo au pouvoir les 23, 25, 26 octobre 2000. Ce n'est pas le combat et la victoire du FPI. Et donc, Il faut comprendre les dispositions. mesdames et messieurs, vous venez d'entendre ici celui qui dit clairement que c'est grâce à lui, sa présence et les moyens militaires, Oulata Gaudi, qu'ils ont pu imposer Laurent Gbagbo. Et vous l'avez très bien entendu. Et la vidéo que vous allez entendre maintenant, c'est là où Laurent Gbagbo, avant la proclamation des résultats d'octobre 2020, écoutez très bien ce qu'il dit ici. Tu as du personnel sur place?
Qui a des soldats? Oui. Bon. Et donc, Laurent Gbagbo ici, avant la proclamation des résultats, comme je vous avais dit, par des manigances au sein de l'armée, étant opposant, il donne des ordres ici à certaines franges de l'armée, il trace des stratégies militaires et il se met déjà dans la peau d'un président avant la proclamation des résultats. On continue d'écouter. Est-ce que le plateau est maintenant sécurisé? Oui. Et donc la question qu'on se pose, c'est de savoir, lui, Laurent Gbagbo, le civil, qui n'est pas un militaire, en qualité de qui ou de quoi était-il capable de donner des instructions à des militaires? Et en qualité de quoi ou de quoi se prévalait-il pour pouvoir se mettre dans la posture de donner des ordres et de demander que le plateau soit sécurisé? Oui. Oui. Ouais. C'est lui qui m'a dit d'ailleurs, c'est pourquoi je vous appelle. Oui. D'accord. Est-ce que le général Doué est là? Il n'est pas avec vous. Bon, les gens l'ont pris en otage. Les gendarmes l'ont pris en otage. Il est à quel camp? Il est parti à Agba. Bon, d'accord. Bon, écoutez, il faut que... vous n'êtes pas à la présidence. Bon, il faut aller pour sécuriser la présidence. Parce que d'ici ce soir, il faut que je fasse un tour symbolique à la présidence. Il dit, il faut aller à la présidence pour sécuriser les espaces. Alors qu'il est opposant. Il n'est pas militaire. Mais il arrive déjà à donner des ordres à des militaires. Si ce n'est pas un coup d'État, de quoi parlons-nous? C'est ce que Olata Gwadi dit. En complicité avec l'armée, Laurent Gbagbo est en train de s'imposer. Mais là où vous parle qu'il ira faire un tour symbolique à la présidence, est-ce que le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats? Non. Non, pardon, est-ce que la CEI a proclamé les résultats? Non. Est-ce que le Conseil constitutionnel a validé les résultats? Non. On suit. Vous comprenez? Dès que j'ai demandé à la CNE d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels. Et donc, voilà où on attrape Laurent Gbagbo. J'ai demandé à la CEI d'aller siéger et de proclamer les résultats officiels. Mais lui, il était qui pour pouvoir donner ses ordres? Et pourquoi avant ces ordres, ces proclamations de résultats officiels, pourquoi se met-il dans la peau d'un président pour dire qu'il va aller faire déjà un tour symbolique et donner des ordres à l'armée? Est-ce qu'un civil peut donner des ordres à l'armée? Dès qu'ils vont le faire, je vais aller faire un tour symbolique à la présidence avec mes gars. Ce n'est pas pour rester, c'est juste pour faire un tour symbolique, voir, et puis je vais revenir. Et donc, on avait toute l'impression que c'était véritablement un coup d'État organisé avec l'armée, comme le confirmait Olata Gwadi. Et je vais demander à l'ambassadeur Oya d'organiser les cérémonies pour qu'on commence à travailler aussi que dès demain matin ou ce soir, il faut que je nomme un Premier ministre. Dès que la proclamation est faite, il faut que je nomme un Premier ministre. Et donc, comme vous voyez, l'individu est dans une précipitation légendaire pour pouvoir se mettre dans ses nouveaux habits qu'il occupe déjà. Alors qu'il n'avait même pas été investi, alors que les résultats officiels n'avaient pas été donnés, alors que Guy Robert aussi contestait les résultats et demandait un recomptage de voix. Demain après-midi, il faut qu'on ait notre premier conseil de ministres. Vous comprenez? Donc, je compte sur vous pour sécuriser totalement la présidence. Et dès que Honoré Guy va proclamer les résultats, je viens faire un tour symbolique. Vous avez entendu? Est-ce que Honoré, depuis quand quelqu'un a été élu président avant la proclamation des résultats? Mais lui-même, Laurent Gbagbo dit, avant la proclamation des résultats, là, lui, il va aller déjà faire un tour symbolique et il va donner l'ordre de proclamer les résultats officiels. Mais comment est-ce qu'on peut devenir président avant même la proclamation des résultats? C'était simplement un coup d'État.
Vous avez ces coordonnées. Bon, on a vos coordonnées. Je vous rappelle, quand vous serez à la présidence, vous avez les coordonnées de la maison ici. Bon, vous pouvez les noter. Vous êtes prêts? C'est le 22, 43, 26, 87. Si lui, Laurent Gbagbo, n'était pas en collusion avec des militaires, comment se fait-il qu'il a eu accès à des coordonnées géographiques d'ordre militaire pour désigner la référence qu'il vient de donner? Ça prouve encore le goût de la violence et de la forfaiture de l'individu Laurent Gbagbo lors de l'organisation de ce premier coup d'État en octobre 2000 en Côte d'Ivoire. Voilà. Ou bien 22, 43, 34, 34, 19. Ou bien 22, 43, 71, 71. Voilà. Dès que vous arrivez à la présidence et que vous avez tout sécurisé, vous m'appelez. Voilà. Allez. Soyez à ma disposition et demandez, renseignez-vous où se trouve Doué parce que je veux rentrer en contact avec lui. Ok? Voilà, parce qu'il faut que tous les officiers soient sur la même longueur d'onde. Ok? Je vous remercie. Au revoir. Et donc, il faut que tous les officiers soient sur la même longueur d'onde pour ne pas que son coup d'État puisse foirer. Et donc, Laurent Gbagbo venait de commettre un coup d'État pour pouvoir accéder au pouvoir en 2000. Et ce qui va encore conforter la thèse, c'est que Guy Robert, malgré les soutiens qu'il avait dans l'armée, va décider de quitter le pouvoir pour éviter un bain de sang et va se réfugier dans l'Ouest ivoirien, malgré les demandes de recomptage qu'il va faire à Laurent Gbagbo pour qu'on puisse recompter les voix. Laurent Gbagbo va se refuser et va s'accrocher au pouvoir. Ainsi donc, cela nous conduit à l'épisode 3. Laurent Gbagbo d'octobre 2000 au 11 avril 2011. Tout comme il aura acquis son pouvoir au travers de la violence, la perfidie et dans des conditions qu'il qualifie lui-même de calamiteuses, Laurent Gbagbo, alias Boulanger, va diriger la Côte d'Ivoire dans le sang. L'on connaîtra des charniers. L'on connaîtra la guerre civile, les charniers de Yopougon, les charniers de Monokozoï, les charniers de Guitrozon. Laurent Gbagbo dirigera dans la violence et dans la vulgarité, à travers des détournements de fonds, les ventes illicites des biens de l'État de la Côte d'Ivoire, la promotion des immoralités, comme ceux dont on a eu accès à la rue Princesse avec Jack Lang, et surtout, Laurent Gbagbo dirigera la Côte d'Ivoire dans un bavardage, comme le Forum de la Réconciliation, comme les Agora, comme les pourparlers de Linas Marcoussi, les pourparlers de Lomé 1 et 2 et 3, les pourparlers de Pretoria, jusqu'à l'accord de Ouagadougou. Toutes ces décisions auront été prises pour ne produire aucun résultat concluant, puisque la volonté de respecter ses propres engagements n'auront jamais habité l'homme Laurent Gbagbo, que certains appellent le boulanger d'Abidjan. Laurent Gbagbo ira plus loin pour profiter d'un deal avec Soro Kibafori Guillaume pour plonger la Côte d'Ivoire dans une guerre civile et surtout prolonger cette guerre civile de 2002, du 19 septembre 2002 jusqu'en avril 2011. En vérité, afin de se maintenir au pouvoir, Laurent Gbagbo nomme Soro Guillaume comme Premier ministre et fait entorse à la Constitution en refusant d'organiser les élections présidentielles en octobre 2005. Le deal entre lui et Soro Guillaume était le suivant. Moi, Laurent Gbagbo, je reste au pouvoir. Je n'organise pas des élections, sachant bien qu'en organisant des élections, j'en sortirai perdant.
En contrepartie, toi, Soro Guillaume, tu restes Premier ministre. C'est pourquoi Laurent Gbagbo dira de Soro Guillaume que celui-ci aura été son meilleur Premier ministre. Sous la gestion de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire ne connaîtra aucun développement. Mais les massacres deviendront chose courante. À travers les escadrons de la mort et surtout les meurtres politiques et les meurtres de tout genre perpétrés, la chef de la division des droits humains de l'ONU finira par être agacée et en date du 31 octobre 2010, elle lancera cet avertissement à Laurent Gbagbo. Et quand la représentante des droits de l'homme à l'ONU vous stigmatise et vous pointe du doigt, que répondez-vous? Ah oui, ça c'est un autre problème. Ça, c'est un autre problème auquel je veux bien répondre à l'eau et à l'art. Et donc, incapable de faire respecter les droits humains et promoteur assermenté de la violence et de tous les crimes, le 31 décembre 2010, la responsable onusienne des droits de l'homme a rappelé M. Laurent Gbagbo ainsi que ses commandants de la garde républicaine, le général de brigade Bruno Blé Dobo, de la marine nationale le vice-amiral Vagba Fossigno et du centre de commandement des opérations de sécurité, le général de gendarmerie Georges Baïbi Point. Leurs obligations découlant du droit international, des droits de l'homme et du droit international. Ces obligations incluent notamment l'obligation de ne pas commettre, de ne pas ordonner, de ne pas inciter, ou de ne pas être à l'origine, ou de ne pas approuver tactiquement la commission de violation des droits de l'homme. Elle implique aussi l'obligation d'empêcher la commission de telles violations par leurs subordonnés et de les poursuivre au cas où ils en commettraient. Nous avons reçu des rapports relatifs à au moins 2 fosses communes, mais les équipes des Nations Unies ont été empêchées d'accéder au lieu où auraient été commises ces atrocités afin de procéder à des enquêtes, a dit Pillay. Empêcher l'accès à des sites abritant des fosses communes et des lieux où se trouveraient des restes humains de victimes constitue clairement une violation du droit international, des droits de l'homme et du droit humanitaire. Et donc vous aurez entendu Laurent Gbagbo ici qui dit qu'on parlera de ça plus tard parce que les droits humains n'ont jamais été une priorité pour lui, parce que son régime était basé sur le massacre, sur la tuerie massive des Ivoiriens. Cependant, contraint à organiser des élections. Pourquoi j'utilise le mot contraint? Parce que c'est après les sondages Sofres et surtout l'accord de Pretoria qui lui forçait la main que Laurent Gbagbo accepte finalement d'organiser les premiers tours des élections en date du 31 octobre 2010. Et voici ici en vidéo les résultats des élections du 31 octobre 2010, ces élections-là qui étaient les premiers tours de la présidentielle. On écoute ici ensemble. Depuis quelques heures, il est l'homme le plus attendu des Ivoiriens. Il est minuit à Abidjan et sous escorte militaire, le président de la commission électorale annonce enfin les résultats. Bravo Laurent, 1 755 495, soit 38,3%. Ouattara Alassane, 1 480 610, soit 32,08%. Éliminé en revanche avec 25% des voix, l'ancien chef d'État Conan Bédié. Au siège de son parti, on fait grise mine et déjà on conteste les chiffres. Le PDCI-RDA doute de la crédibilité des résultats proclamés. Le PDCI-RDA dénonce une volonté manifeste de tripatouillage des résultats. Le parti de Conan Bédié a beau réclamer un recomptage pour la majorité présidentielle et pour le RDR, les jeux sont faits
Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara vont s'affronter au second tour. Un second tour dont la campagne démarrera dans quelques heures. Elle s'annonce acharnée. 6 points seulement séparent les deux candidats. L'objectif est donc de séduire les électeurs de Bédié, arrivés 3e. Le scrutin devrait avoir lieu à la fin du mois, sans doute le 28 novembre. En attendant, les habitants d'Abidjan seront-ils rassurés? Depuis 2 jours, beaucoup évitent de sortir de chez eux. Ils craignent des violences liées aux résultats électoraux. Et donc, comme vous aurez entendu dans la vidéo, au premier tour qui a eu lieu le 31 octobre 2010, Laurent Gbagbo aura 38%, Alassane aura 32% et Bédié aura presque autour de la vingtaine et quelques de pourcentage. Le PDCI demande un recomptage de voix. Et c'est ce que je vous avais dit. En réalité, depuis le premier tour, Alassane Ouattara avait gagné. Effectivement, Laurent Gbagbo a eu à faire un tripatouage. Mais quand le PDCI demande le recomptage de voix, qui avait le pouvoir? C'était Laurent Gbagbo. Il refuse le recomptage de voix. Laurent Gbagbo qui a dit que Oufou lui avait volé son élection en 90. Laurent Gbagbo qui a refusé en 2000 de faire le recomptage de voix avec Guy Robert. Laurent Gbagbo qui a refusé de faire le recomptage des voix demandé par le PDCI en 2010. Ce sera le même Laurent Gbagbo qui va demander un recomptage de voix lors des élections du 28 novembre 2010. Est-ce que ce que tu refuses de donner aux autres, ces autres-là ont le droit de te donner ça? C'est bien la question que je me pose. Et donc, il faut savoir donc qu'au deuxième tour, il existait cette formation, cette coalition qu'on appelait le RHDP, c'est-à-dire le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et cette coalition-là est née en France le 18 mai 2005. Et plus tard, elle va devenir une formation véritable, un parti politique, le 16 juillet 2018. Et donc, c'est en accord avec cette formation-là que le président, si vous vous souvenez des résultats que je vous ai donnés, au premier tour, Laurent Gbagbo a eu 38,5%, Alassane Ouattara a eu 32,08% et Bédié a eu le reste. Et donc, on va aux élections du 28 novembre 2010. Le deuxième tour, sachez, avant le deuxième tour, les résultats ont été proclamés clairement, sans bruit, et tout le monde a entendu. Il n'y a pas eu d'empêchement. Le 28 novembre 2010, le deuxième tour des élections présidentielles entre Seplou ou Laurent Gbagbo et le docteur Alassane Ouattara va se dérouler. Mais elle connaîtra un dénouement sanguinaire à cause de la volonté de Laurent Gbagbo qui n'accepte pas sa défaite, qui pourtant était plus qu'évidente. Comme il l'a fait en 90, en refusant, en contestant les élections avec Félix Houphouët-Boigny, comme Laurent Gbagbo l'a fait en 2000, en contestant les résultats et en refusant de les compter avec Guy Robert, le même Laurent Gbagbo refusera le recomptage des voix exigé par le PDCI lors des élections au premier tour d'octobre 2010. Élu Laurent Gbagbo, sachant bien sa défaite, voudra bien qu'on lui accorde le recomptage des voix qu'il n'a jamais accepté de donner aux autres. Et pour nous rendre compte donc du fait qu'il avait mis toute une machine pour empêcher la bonne tenue des élections, écoutez ici ces différentes vidéos pour voir le mécanisme qui avait été mis en place pour pouvoir faire un passage en force. Les élections ont eu lieu. Le problème est de savoir qui les a gagnées. C'est ça le fond du problème.
Et donc, la première problématique est de savoir qui a gagné les élections au deuxième tour de 2010. Et comme dira Laurent Gbagbo lui-même, c'est celui qui n'a pas gagné les élections qui va créer la violence. C'est celui qui n'a pas gagné les élections qui va s'opposer à ce que les élections et les résultats soient proclamés devant tout le monde comme ça s'est fait au premier tour. Est-ce qu'on n'a pas vu des Damana Picas déchirer les résultats devant tout le monde? C'est celui qui n'a pas gagné qui avait intérêt à ce que les résultats ne soient pas proclamés. Mais bien avant, comment ces élections-là même ont été organisées? Sachez que ces élections-là, ce sont les Nations Unies qui avaient financé ces élections. Et ces élections-là, quand elles ont été organisées, pour un souci d'éviter toute contestation, que ce soit le RHDP, que ce soit Laurent Gbagbo lui-même, tous les états-majors étaient au même niveau d'information dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire. Mais en plus d'eux, il y avait des enveloppes pour chaque zone. Il y avait des enveloppes avec les résultats qu'on mettait dedans. On faisait partie une enveloppe à la CEI, on faisait partie une enveloppe à la Cour constitutionnelle et on faisait partie une enveloppe à la mission des Nations Unies. Et donc, on écoute la vidéo ici ensemble. Tellement les gens avaient mis les dispositions pour éviter toute discussion, toute contestation. On écoute cette vidéo ici ensemble. Les urnes sont toutes vidées, les procès-verbaux rédigés, le couvre-feu est en vigueur toute la nuit, alors il faut vite faire parvenir les résultats en voiture à différentes institutions. Une copie au Conseil constitutionnel, une copie au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU. S'il faut faire tout ça pour ramener la paix, je pense que c'est pas rien. Et donc, vous aurez entendu. Et donc, les élections que Laurent Gbagbo veut contester, sans le savoir, et il le savait d'ailleurs, mais la mauvaise foi faisant prédominance, il se refuse d'accepter l'évidence. Alors que tout le monde avait les résultats. Tout le monde avait les résultats au même moment, comme je viens de vous le démontrer dans cette vidéo. Laurent Gbagbo va d'abord empêcher que ces résultats-là soient proclamés. Et vous avez entendu dans la vidéo, les gens dire que à cause du couvre-feu, il faut qu'on achemine vite les résultats. Et donc, sachant déjà sa défaite, puisque les états-majors recevaient les informations au même moment, sous le prétexte du couvre-feu, ils vont essayer dans un premier temps d'attaquer les urnes qui étaient transportées dans les zones où Alassane Ouattara avait eu assez de voix. Ils vont essayer de cibler ces zones-là pour essayer de saccager les urnes au prétexte du coup du curfew. Comment on appelle ça? Le curfew. Couvre-feu, voilà, couvre-feu. Voilà, c'est ça. Et donc, profitant du couvre-feu et ayant déjà les vrais résultats, là où Alassane a le plus gagné, surtout dans la ville d'Abidjan, il faut s'arranger à intercepter les urnes et à les saccager. Et s'il y a un témoin vivant qui peut vous dire qu'il a été témoin de ces fêtes-là, même hier, le roi du printemps en parlait. Ça, c'était la première stratégie que Laurent Gbagbo avait mis en place. Saccager les urnes où le candidat Alassane Ouattara a obtenu le plus de voix afin de pouvoir créer la confusion. Deuxième stratégie. Comme les résultats devraient arriver là où ça devrait arriver, Laurent Gbagbo va mettre ses représentants à la CEI, il va les inciter à toute forme de violence, jusqu'à détruire les résultats en face du monde. Et c'est Damana Picas qui va se charger de cette sale besogne et le monde entier finira par comprendre que Laurent Gbagbo a effectivement perdu. Et on suit la vidéo ici ensemble. Par la commission centrale de la CEI. C'est un hold-up électoral.
Les résultats que nous allons vous annoncer sont les résultats. C'est un hold-up électoral. De l'Agnébi. Nous vous le notiez pour toute l'Agnébi, du Zikomoé. Ces résultats n'ont pas été consolidés. Les commissaires de la CEI ne sont pas informés. Et du Sud Comoé. Ils ne sont pas informés. La procédure, après avoir donc validé les résultats. On va se prévaut de son titre de porte-parole. Vous pouvez me laisser parler au moins. Il se prévaut de son titre de porte-parole pour donner des informations que la commission centrale n'a pas validées. Les résultats. Nous avons une procédure et un mode opératoire à la commission centrale qui n'a pas été respecté. C'est la même chose qui a été faite hier. C'est la même chose qui a été faite hier. Hier, on vous a donné des résultats de la diaspora qui n'ont pas été consolidés par la commission. M. Bamba Yacouba est venu s'excuser par la suite en commission centrale. Il n'a pas le droit de continuer cette forfaiture. On peut avoir le mot, s'il vous plaît. Je suis Topa Béi, parent de la commission centrale de la CEI. Et monsieur, je suis Damana Diaplikas, membre de la commission centrale de la CEI. Alors vous faites ce que vous voulez de ce qui va vous livrer. Merci, monsieur. Moi, je suis Bamba Yacouba, le porte-parole de la commission électorale indépendante. Nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats. Vous laissez ça là. Vous laissez ça là. On n'a pas continué ça. Il faut laisser ça. Quand nous sommes venus depuis ce matin pour consolider les résultats, et un certain nombre de régions, nous avons des résultats d'un certain nombre de régions qui sont rentrées. De certaines régions qui sont rentrées. Donc la procédure est la suivante. Au fur et à mesure que donc, nous consolidons les résultats, nous informons les représentants des partis politiques. Nous leur donnons donc aux représentants des partis politiques une copie du résultat qui est consolidé par des gens et nous donnons les copies, les communiqués. Là, il s'agissait de venir donner les résultats de la région de l'Agnébi, du Sud Comoé et du Moyen Comoé. Donc, ce sont ces résultats que je vais donner et comme vous le constatez, vous avez vu que les commissaires sont venus déchirer ces résultats. Ces résultats ont bel et été donc, consolidés par la CEI. Ce sont des résultats qui proviennent des différentes régions avec les superviseurs et chaque superviseur de cette région a validé ces résultats devant la commission centrale. Nous les avons donnés donc à la saisie et après saisie, je suis chargé comme porte-parole de venir. C'est cette même procédure qui a donc été adoptée depuis le premier tour. Et donc voici donc nous étions donc venus vous communiquer les résultats. Les autres régions sont en train d'être consolidées donc au niveau donc de la commission centrale. Les commissaires sont assis. Ensemble avec ces commissaires, nous les avons tous validés. Et donc il s'agissait maintenant de venir donc donner les résultats. Et donc voilà que la CEI veut proclamer les résultats. Ayant donc échoué dans sa stratégie à travers le coup-feu de cibler les urnes pour que les résultats soient déclarés, Laurent Gbagbo demande à ses partisans de créer la chienlit dans la CEI centrale. Et les superviseurs de chaque région ont validé les résultats. Et tout ce qu'il restait à faire, c'était de consolider, c'est-à-dire de faire 1 plus 2 égale à 2 là, 1 plus 1 égale à 2, et puis dire là. C'est là, ils viennent maintenant devant la face du monde sur la RTI pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et ils déchirent les documents devant tout le monde. Mais quand tu es sûr que tu as gagné là, tu n'as pas besoin d'être violent. Tu te calmes. Mais bien avant ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris le soin d'empêcher la CEI de pouvoir faire son travail. Et là, M. Yacouba risquait sa vie grandement. Et donc, ça, c'est le deuxième niveau. Et là encore, leur forfaiture ne marchera pas, puisque déjà, l'ONUCI et toutes les institutions avaient les résultats. Ça devient difficile pour Laurent Gbagbo de convaincre les gens. Et donc, il rentre dans la troisième phase de la forfaiture. Il faut que les résultats soient empêchés. On installe des DCA, des 12-7 et des armes lourdes et semi-lourdes dans toute la cour de la RTI et on intimide les gens et il crée toutes les conditions
pour empêcher que les résultats soient annoncés. Le matériel de la RTI sera indisponible selon eux. Et ils vont donc demander que les résultats soient annoncés en différé. C'est-à-dire quoi? Qu'on annonce les résultats de façon pré-enregistrée et puis après on va mettre sur la RTI. La CEI va dire, mais on avait annoncé les premiers tours là. Tout a été transparent, tout a été en direct. Nous, on n'acceptera pas de faire ça parce que ça va tuer notre crédibilité. Et donc, Laurent Gbagbo va s'énerver. Et dans son énervement, il va aller donc plus loin. Parce que ce qu'eux, ils espéraient, quand les résultats seront annoncés et qu'on leur remettra la bande préenregistrée, ils allaient faire du trucage pour substituer la bande et maintenant faire passer ce qu'ils voulaient faire passer pour donner l'impression, sinon pour faire croire que c'est Laurent Gbagbo qui avait gagné. Et donc ce troisième niveau ayant échoué, Laurent Gbagbo se radicalise davantage dans la forfaiture. Et là maintenant, il faut cibler Youssouf Bakayoko afin qu'il ne puisse pas du tout annoncer les résultats. Puisque c'était lui le président de la CEI. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait par tous les moyens empêcher la proclamation des résultats. Malgré que tous les résultats avaient été consolidés, ils vont partir sur le prétexte que Youssouf Bakayoko a annoncé les résultats hors délai. Et qu'est-ce qu'ils disent appelés hors délai? Qu'après 3 jours, les résultats que eux-mêmes ils ont empêché qu'on puisse proclamer de façon libre et transparente, ils estiment que le délai de proclamation des résultats est passé. Et donc maintenant, pour eux, c'est Yao Paul Ndré, le président de la Cour constitutionnelle, qui devrait venir maintenant annoncer les résultats. Ce qui est faux, parce que tant que le président de la Cour constitutionnelle n'a pas les résultats de la CEI, il ne peut pas du tout parler ou faire quoi que ce soit. Et donc, les gens de Laurent Gbagbo vont faire quoi? Ils vont faire croire aux uns aux autres que le délai de 72 heures étant passé, que Youssouf Bakayoko et sa déclaration sont forclos, caduques, et donc ne tiendraient pas. Est-ce que ce texte-là existe quelque part dans les textes de la CEI? Non. Qu'est-ce qui existe par contre? Il existe dans les textes de la CEI qu'après proclamation des résultats par la CEI, il y a un délai de 3 jours pour faire transférer les informations définitives de la CEI à la Cour constitutionnelle. Mais il n'y a aucun texte de la CEI qui dit que dès la fin des élections, un délai de 3 jours, c'est-à-dire 72 heures, est l'impératif à ne pas dépasser pour proclamer les résultats. Et donc, c'est sur ça que Laurent Gbagbo va jouer maintenant. Pour dire, comme les 3 jours sont passés là, donc maintenant, c'est Yao Paul Ndré qui va annoncer les résultats. Mais c'est la réalité. Voici les vrais résultats, consolidés et reconnus par l'ONUCI, reconnus par la CEI, reconnus par l'opinion internationale, reconnus par l'état-major du président Alassane Ouattara et reconnus mais non acceptés par Laurent Gbagbo lui-même. Voilà les vrais résultats que Laurent Gbagbo ne voulait pas qu'on annonce aux Ivoiriens. 107 055 voix, soit 45,90% des suffrages exprimés. Ouattara Alassane, 2 483 164 voix, soit 54,10% des suffrages exprimés. Antoine Glaser, bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de l'Afrique, Antoine. Est-ce que vous êtes... Donc le président Alassane Ouattara venait de gagner ces élections-là à hauteur de 54,10%. Mais écoutez très bien ce que le journaliste va continuer à dire. C'est vraiment très important. Surpris par la victoire annoncée qui reste encore à confirmer d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire on savait depuis quelques jours qu'Alassane Ouattara devançait Laurent Gbagbo.
On savait depuis quelques jours qu'Alassane Ouattara avait dévancé Laurent Gbagbo. Celui qui parle là, ce n'est pas un Ivoirien. Celui qui parle là, c'est un observateur international. Mais eux, ils ont su ça comment? Ils ont su ça simplement parce qu'ils avaient les résultats. Si l'ONUCI a les résultats, quel bénéfice l'ONUCI a de cacher les informations? Si l'ONUCI avait les informations, c'est que toutes les représentations diplomatiques avaient les mêmes informations. Si toutes les informations étaient à l'ONUCI, c'est que tous les journalistes le savaient. Et donc, c'est pourquoi le monde entier a dit Laurent Gbagbo n'a pas gagné. Parce que les vraies preuves là, on peut ne pas croire en Alassane Ouattara. On peut ne pas toi te croire. Mais les résultats que Choi a, de l'ONUCI a là, ça ne peut pas être des résultats truqués. Puisque toi, tu ne peux pas impressionner le représentant de l'ONU. Et Alassane Ouattara ne peut pas impressionner le représentant de l'ONU. Donc là, celui qu'on ne peut pas impressionner là, ou même celui qui n'est même pas partie prenante là, quand lui donne des résultats, c'est le résultat fiable. Et ces résultats-là donnaient Alassane Ouattara victorieux à hauteur de 54,10%. C'est pourquoi le journaliste dit ici, on le savait depuis des jours. On continue. Mais c'est vrai que les 54,1%, c'est une victoire sans appel. Et c'est vrai que ça laisse Laurent Gbagbo très peu de marge de manœuvre finalement, parce qu'il avait fait un recours à la Cour constitutionnelle. Et vous entendez? Avant la proclamation des résultats, Laurent Gbagbo fait un recours à la Cour constitutionnelle chez son ami Yao Paul Ndré. Qu'est-ce que lui savait pour pouvoir faire un recours? De quoi avait-il peur? D'attendre que les résultats soient annoncés? Mais lui, il fait un recours avant même l'annonce des résultats. Parce qu'il sait qu'il avait perdu. Et comme Yao Paul Ndré est son ami, qu'il avait nommé comme président de la Cour constitutionnelle, et donc, il a fait un recours là-bas sans même attendre le résultat officiel de la CEI, parce que sachant qu'il est perdant et qu'il ne pouvait pas empêcher donc la proclamation. Les partisans empêchaient la CEI d'annoncer les résultats. Et les partisans de Laurent Gbagbo empêchaient la CEI d'annoncer les résultats. Ça s'est passé devant tout le monde. Quand votre Damana Picasse a déchiré les documents là, les gens se sont dit, mais pourquoi il a déchiré? Ils ont mené leurs enquêtes. Ils ont compris que c'est Laurent Gbagbo et sa bande là qui ont empêché l'annonce des résultats dans de bonnes conditions comme ça s'est passé au premier tour. Et c'est vrai que ça change, on sent vraiment la volonté de changement dans ce pays avec un score de 54,1%. Et donc, mesdames et messieurs, Laurent Gbagbo donc va contester ces résultats. Mais il en sortira perdant, malgré sa volonté de ne pas vouloir accepter les faits. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comme l'a dit ici, il va donc se lancer en avant la proclamation des résultats, pour demander que soient annulés les résultats de 7 régions de la Côte d'Ivoire par son ami Yao Paul Ndré. On écoute ici ensemble. Les résultats du scrutin dans les départements de Bouaké, Korogo, Ferkesedougou, Katiola, Boundiali, Tabakala et Séguéla sont annulés. Ont obtenu, après l'annulation des régions subventionnées, Gbagbo Laurent, 2 54 537, soit 51,45%. M. Ouattara Alassane, 1 938 672, soit 48,55%. Donc vous avez entendu, ils ont annulé les résultats de 7 régions du Nord. Comme quoi, pour que Laurent Gbagbo puisse gagner, il faut utiliser tout ce qui est possible. Même s'il faut nier le droit de vote à des Ivoiriens. Des régions comme Bouaké, comme Korogo, comme plusieurs régions que son ami Yao Paul Ndré a cité là, ils vont les enlever. Mais quand ils vont les enlever là, Laurent Gbagbo se retrouve avec 51,45%. Forfaiture. Forfaiture. Et sans honte, ils vont donc dire que Laurent Gbagbo a gagné les résultats. Et Laurent Gbagbo va persister dans sa volonté de ne pas reconnaître les résultats, quand bien même que le monde entier va lui donner une porte de sortie. Mais un homme qui n'est pas fait pour être un grand va toujours demeurer un ver de terre.
Laurent Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir. Il estime avoir gagné les élections du 28 novembre et s'appuie pour cela sur sa désignation par le Conseil constitutionnel. Et donc Laurent Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir. Et donc pour lui, c'est son ami là, le deal qu'il avait fait avec son ami, puisque toutes les stratégies qu'il a mis en place ont échoué. Et donc son dernier kata, c'était avec son ami Yao Paul Ondri. Président de la Cour constitutionnelle, il faut balayer cette région, et puis tu fais que je gagne, et puis maintenant on continue. Et puis maintenant là, on va faire des discussions. Voilà tout le plan de Laurent Gbagbo. La communauté internationale, elle, lui conteste pourtant cette légitimité. À Abidjan, pour Euronews, Laurent Gbagbo a donc accepté d'expliquer en exclusivité sa position. Laurent Gbagbo, bonjour. Voilà un peu plus d'un mois que la commission électorale indépendante a annoncé que votre adversaire, Alassane Ouattara, avait remporté les élections présidentielles de Côte d'Ivoire. Quelques jours après, le Conseil constitutionnel légitimait votre présidence. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire affronte une des pires crises politiques depuis ces dernières années. Où en est-on aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est un résultat illégitime proclamé hors délai par quelqu'un qui n'avait plus le droit de le proclamer. C'est là-dessus que tout l'Occident se braque. Alors que, quand le Conseil constitutionnel finit de délibérer, c'est une institution, elle finit de délibérer, elle donne des résultats et elle proclame élu un président qui est moi. Ce qui est très faux. C'est d'abord la CEI qui doit proclamer les résultats et faire parvenir ces résultats à la Cour suprême qui vérifie et valide ou invalide. Voilà ce qui se passe. Et donc, il n'y a pas qu'une seule institution engagée dans les élections en Côte d'Ivoire, comme Laurent Gbagbo veut mentir au monde entier. Il y a aussi la CEI qui est aussi une institution. Et elle a pour rôle de travailler. Et c'est sur ces résultats que la Cour constitutionnelle peut décider de constater s'il y a des anomalies ou pas, valider ou invalider les résultats. Mais vous voyez le vieux menteur roublard essayer de faire une fuite en avant pour dire que tout revient à l'institution qui est la Cour constitutionnelle, ce qui est faux. Et c'est très important de révéler cela à la face du monde. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ce n'est plus du droit. Là, ce n'est plus du droit. C'est la volonté des puissants d'imposer quelqu'un. Et donc, vous le voyez, sachant qu'il a perdu les élections, sachant que le droit n'est pas de son côté, il dit maintenant que c'est la volonté de la France et des grandes puissances et du monde entier de ne pas accepter, lui, sa forfaiture. Et donc, c'est une fuite en avant que ce vieux voleur d'élections, comme je vous l'ai déjà démontré, Laurent Gbagbo ne peut pas gagner d'élections parce qu'il n'a jamais gagné d'élections. En 90, il a contesté les élections en disant que Oufo lui a volé sa victoire. En 2000, il a contesté les élections et il a refusé le droit à Guy Robert de recompter les voix. En 2010, Henri Konan Bédié, au premier tour, a demandé qu'on recompte les voix. Il a refusé. En réalité, Laurent Gbagbo est un roublard. C'est un affabulateur. C'est quelqu'un qui sait qu'il est minoritaire. Et Laurent Gbagbo base sa stratégie politique sur la violence, le populisme et la manipulation. Comme il a manipulé Guy Robert, qui finira par dire qu'il est un véritable boulanger. Mais Laurent Gbagbo va plus loin dans son cynisme. Comme il le dira lui-même, 1000 morts à droite, 1000 morts à gauche. S'il peut impliquer la mort des Ivoiriens dans des élections pour que les gens se disent si c'est notre vie qui sera engagée, il va donc aller dans sa forfaiture pour pousser à des tueries de masse. Et c'est là que le journaliste va lui demander cette question et je préfère qu'on écoute ici ensemble. On lui pose une question de conscience morale. Est-ce que, pour l'amour du pouvoir, tu aimerais voir des Ivoiriens mourir? Écoutez sa réponse ici. Mais Laurent Gbagbo le faisait en sachant qu'Alassane Ouattara n'adopterait pas la même posture que lui.
Il sait qu'Alassane Ouattara n'est pas quelqu'un qui veut verser le sang des Ivoiriens. Mais lui, Laurent Gbagbo, il s'en fout du sang des Ivoiriens. On écoute la question. Laurent Gbagbo, seriez-vous prêt à sacrifier des Ivoiriens pour légitimer votre vision de la démocratie? Ce n'est pas une question de sacrifier des Ivoiriens. C'est une question qui est mondiale. On est au seuil de tout cela. La situation est tendue dans le pays. C'est pas la première fois que la situation sera tendue en Côte d'Ivoire. Vous ne quitterez pas le pouvoir. Oh mais écoutez, j'ai été élu. C'est plutôt à ceux qui n'ont pas été élus qu'il faut parler. Si dans les semaines à venir, la communauté internationale continue les pressions, vous ne quitterez pas le pouvoir? Mais pourquoi elle continuerait les pressions alors que c'est injuste? Si dans les rues, des violences sont commises, si des exactions sont commises de part et d'autre, quitterez-vous le pouvoir? Non mais par qui? Et il y a une question que je vais vous poser, que les gens ne se posent pas souvent. Même si tout de suite, je dis je quitte le pouvoir, qui donne la garantie que ça va amener la paix et que ça ne va pas amener des violences plus grandes que celles qu'on redoute? Si des forces. Pourtant, bizarrement, depuis que Laurent Gbagbo a quitté le pouvoir, il n'y a plus de meurtres en masse. Pourtant, depuis le 11 avril, quand le président Ouattara prend le pouvoir, la crainte que lui, Laurent Gbagbo, avait de penser que lui, il est un messie et que lorsque lui quitterait, c'est la présence d'Alassane Ouattara qui met fin à une guerre civile. C'est la présence d'Alassane Ouattara qui met fin au massacre entre les populations que Laurent Gbagbo avait suscité. Et donc faire croire aux gens que sans lui, la Côte d'Ivoire ne connaîtrait pas la paix. On peut le dire aujourd'hui, en ce 4 avril 2011, que depuis que Laurent Gbagbo a été éjecté de la politique, la Côte d'Ivoire a connu une paix depuis qu'Alassane Ouattara est là. Et tout le monde peut certifier de ce facteur-là pour se faire son idée. Voilà encore un autre mensonge du Laurent Gbagbo. De la CEDEAO interviennent en Côte d'Ivoire. Elles auraient tort. Et que des jeunes Ivoiriens s'opposent aux forces militaires de la CEDEAO, quitterez-vous le pouvoir? Je verrai, j'aviserai. Et donc, en réalité, si vous suivez, j'aviserai, je verrai, Laurent Gbagbo ne croit qu'en la violence et il n'a peur que du plus violent que lui. Voilà la politique de Laurent Gbagbo. Tout ce qu'on est en train de faire, réconciliation, tout, c'est du vous et là. Laurent Gbagbo va imposer la violence en 2025 ou avant 2025. N'ayez point de doute là-dessus. Écrivez et gardez. Laurent Gbagbo, là, comme il l'a dit au PDC en 2005, là, c'est ceux qui ont les armes avec qui je discute. C'est parce que c'est eux qui peuvent me faire peur. Quand on lui a parlé de l'écomorgue, il dit « Je verrai, j'aviserai ». Si vous regardez bien la vidéo, il a été déstabilisé. Le journaliste était en train de lui dire qu'on a les moyens de te soumettre et de te cueillir comme un fruit pourri. Et là, Laurent Gbagbo se dit « Je verrai, j'aviserai ». Comme quoi, chez Laurent Gbagbo, tant que lui ne trouve pas plus violent que lui en face, lui, Laurent Gbagbo, se donne tous les droits d'agir dans la violence. Voilà la règle politique de Laurent Gbagbo. Et donc, c'est pourquoi Alassane Ouattara ne va pas se priver de montrer à Laurent Gbagbo que lui, Alassane Ouattara, a les moyens de le cueillir comme un fruit pourri. Et ça, on écoute cette vidéo ici pour nous en rendre compte. Ces images, c'est l'un des combattants lui-même qui les a filmées. Le fusil dans une main, la caméra dans l'autre. Les hélicoptères français viennent de tirer leur dernière salve sur la résidence de Laurent Gbagbo. L'histoire est en train de basculer. Les membres du commando mystique, c'est ainsi qu'ils se sont baptisés, sont à l'entrée du bâtiment. Quelques rafales, et bientôt les voilà à l'intérieur. Lui, c'est Hervé Touré, le commandant Vétio de son nom de guerre. Les portes sont fermées à double tour. Elles ne résistent pas longtemps. Au rez-de-chaussée, personne. C'est au sous-sol qu'ils trouveront Laurent Gbagbo. Parce qu'ils ont ordre de le prendre vivant et de s'assurer. Vous avez entendu quelqu'un crier. Ok. Que personne ne tente de le tuer. Ne me tuez pas, oh, ne me tuez pas, oh, ne me tuez pas, oh. Ils lui font enfiler un gilet pare-balles et mettre un casque. Laurent Gbagbo paraît dans un état second, sous le choc, mais soulagé sans doute de ne pas avoir été abattu par les membres du commando.
Sur son passage, on s'interroge, est-ce bien lui vraiment? Oui, aucun doute. Simone, sa femme, n'a pas droit aux mêmes égards. On l'insulte et on la frappe. Très vite, on les conduit à l'hôtel du Golfe, le QG d'Alassane Ouattara. Pour le commandant Betio, le combat n'est pas terminé. Il traque les derniers partisans de Laurent Gbagbo, qui aujourd'hui encore n'ont pas déposé les armes. Il n'y a pas de raison de continuer de soutenir Gbagbo, puisque lui, il est déjà là aux arrêts. Voilà, je crois que ce serait jouer quand même les téméraires que de vouloir défendre une cause qui n'existe plus, qui a perdu l'avance. Et malgré tout, il en reste encore. Ouais, malgré tout. Sur le court de tennis de l'hôtel, de nouveaux prisonniers, des miliciens, des mercenaires affirment leur geôlier. Comme Laurent Gbagbo, au nom duquel ils se battaient, ils ont eu de la chance. Ce 11 avril aurait bien pu être leur dernier jour. Et donc, mesdames et messieurs, vous aurez vu donc le fruit pourri tomber. Mais posez-vous ces questions essentielles. Si Alassane Ouattara n'était pas l'homme qu'il était, un homme plus puissant que Laurent Gbagbo, est-ce que le résultat des urnes aurait été validé? Non. En réalité, Laurent Gbagbo voulait couvrir sa forfaiture en utilisant la violence. Mais quand Alassane Ouattara l'a capturé comme un rat, et Laurent Gbagbo doit dire merci à Ouattara, parce que sans Alassane Ouattara, on l'aurait fusillé, on l'aurait liquidé. Ça, il ne faudrait même pas qu'il s'en fasse des a priori. Et donc, ainsi venait de tomber en ce 11 avril 2011 le fruit pourri de la politique ivoirienne appelé Laurent Gbagbo, qui se prenait pour l'homme le plus violent, mais qui a rencontré un homme beaucoup plus intelligent, mais beaucoup plus fort que lui, qui s'appelait Alassane Dramane Ouattara, qui finalement a accueilli Laurent Gbagbo comme un fruit pourri. Et donc, cela met fin à l'épisode Laurent Gbagbo. Et plus tard, on verra la prestation du serment du docteur président Alassane Ouattara. Et dans cette prestation, le 21 mai 2011, le même Yao Paul Ndré, qui par tribalisme et par amitié pour Laurent Gbagbo, et par peur de perdre le pouvoir et les privilèges du pouvoir, en tant que président de la Cour constitutionnelle, s'était drapé dans le manteau du mensonge pour soutenir le mensonge, la forfaiture de Laurent Gbagbo. Le 21 mai 2011, ce Yao Paul Ndré vient nous dire quelque chose qui nous aura tous surpris. Voici ce qu'il nous dit. On écoute ensemble. Nous n'avons pas voulu entendre tous raison. Satan nous a possédés tous. Nous n'avons pas voulu tous entendre raison. Satan nous a possédés. La question que l'on se pose est de savoir qui était le Satan ici, dans ce contexte électoral. Est-ce celui qui a gagné les élections, c'est-à-dire Alassane Ouattara, qui avait intérêt à ce qu'il y ait violence et donc qui était le Satan? Ou était-ce Laurent Gbagbo, qui avait perdu les élections et dont le monde entier était témoin de sa perte de ces élections-là et qui avait avantage à ce que violence il est? Était-ce lui le Satan? À chacun de se faire son idée, mais tout le monde comprendrait facilement que c'est celui qui avait perdu les élections qui avait avantage à ce qu'il y ait violence. Et donc, après tant de mal que Laurent Gbagbo et sa clique ont imposé injustement à la Côte d'Ivoire pour juste maintenir le pouvoir, malgré leur incompétence et leur médiocrité, le 22 mai 2011, le même Yao Paul Ndré, après avoir reconnu que lui et ses amis du FPI avaient fait de la forfaiture parce qu'étant possédés par le démon Laurent Gbagbo, qui les avait amenés dans les abîmes pour proclamer des faux résultats, pour éliminer les résultats de cette région
et pour imposer la violence aux Ivoiriens, ce même Yaoupol Ndré, en ce 21 mai 2011, venait de casser toutes les décisions qui avaient été prises sur la base de la forfaiture de Laurent Gbagbo et de rétablir Alassane Ouattara dans son droit, comme l'indique la vidéo de la prestation du serment ici que nous suivrons ensemble. Considérant en outre que le 3 décembre 2010, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire a certifié les résultats provisoires du second tour de l'élection présidentielle tels que proclamés par le président de la commission électorale indépendante, Donc maintenant, il reconnaît les résultats proclamés par Youssouf Bakayoko. Et donc le Satan Laurent Gbagbo qu'il avait possédé, il est maintenant dépossédé de ce Satan-là. Et donc si les résultats de Youssouf Bakayoko étaient faux, pourquoi aujourd'hui, lui, Yaoupol Ndré, reprend ces résultats-là comme des résultats véritables? Décembre 2010, désignant M. Alassane Ouattara vainqueur de l'élection présidentielle. Considérant que suite à ces proclamations contraires, une crise post-électorale s'est élevée sur les résultats du scrutin du 28 novembre 2010. Considérant qu'en raison de la gravité de cette crise, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est saisie du dossier ivoirien et a décidé, entre autres, qu'au vu des éléments en sa possession, M. Alassane Ouattara devait être considéré comme le président élu de la Côte d'Ivoire. Considérant qu'à la suite de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine s'est, à son tour, saisie du dossier ivoirien. Considérant que la Côte d'Ivoire est membre fondateur de l'Organisation de l'Unité africaine depuis 1963, devenue l'Union africaine en 2000. Considérant que les normes et dispositions internationales acceptées par les organes nationaux compétents ont une autorité supérieure à celle des lois et des décisions juridictionnelles internes, sous réserve de leur application par l'autre partie. Considérant que lors de sa 259e réunion du Conseil de paix et de sécurité tenue le 28 janvier 2011 à Addis Abeba, Éthiopie, l'Union africaine a décidé la mise en place d'un groupe de haut niveau présidé par le président de la République islamique de Mauritanie et comprenant les chefs d'État d'Afrique du Sud, du Burkina Faso, de la Tanzanie et du Tchad. Considérant que ce groupe de haut niveau avait pour mission d'évaluer la situation en Côte d'Ivoire et de formuler, sur la base des décisions pertinentes de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sur la base des décisions pertinentes. C'est très important. C'est Yaoupol Ndré qui dit ça. Et donc les impertinences qu'ils avaient voulu, quand le monde entier a repris le travail de façon pertinente sur la base des preuves, il reconnaît que c'est Alassane Ouattara qui a gagné. Une solution politique qui sera contraignante pour toutes les parties ivoiriennes. Qu'ainsi, lors de la 265e réunion en date du 10 mars 2011, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a entériné les résultats des travaux et investigations du groupe de haut niveau qui a réaffirmé la victoire de M. Alassane Ouattara au scrutin présidentiel du 28 novembre 2010 et demandé le départ de M. Laurent Gbagbo. Considérant qu'il convient de rappeler qu'au terme des dispositions du paragraphe 6C de la 259e réunion suivisée, que les conclusions du groupe de haut niveau de l'Union africaine pour le règlement de la crise en Côte d'Ivoire, telles qu'elles seront entérinées par le Conseil de paix et de sécurité, seront contraignantes pour toutes les parties ivoiriennes avec lesquelles elles auront été négociées. Considérant que le Conseil de paix et de sécurité, en sa 270e réunion tenue le 5 avril 2011, a reconduit ses précédentes décisions sur la Côte d'Ivoire, à savoir celles issues de ses 259e et 265e réunions tenues respectivement les 28 janvier et 10 mars 2011, et reconnu M. Alassane Ouattara comme le président de la République de Côte d'Ivoire, décide,
Article 1er. Le Conseil constitutionnel fait sienne les décisions du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le règlement de la crise en Côte d'Ivoire. Article 2. Proclame M. Alassane Ouattara président de la République de Côte d'Ivoire. Article 3. En raison des circonstances exceptionnelles, le Conseil constitutionnel prend acte des décisions prises par le président Alassane Ouattara et les déclare valides. Le Conseil constitutionnel invite le président Alassane Ouattara à prêter serment en audience solennelle dans les meilleurs délais. Article 4. Toutes décisions contraires à la présente sont nulles et de nul effet. Très important. Toutes décisions contraires à la présente sont nulles et de non-effet. Moi, Yao Paul André, toutes les décisions que j'avais eu à prendre quand le Satan Laurent Gbagbo m'habitait là, toutes ces décisions-là sont nulles et non avenues. Chers Ivoiriens. Et donc, même si Laurent Gbagbo dit qu'il a gagné 1000 fois là, l'histoire retiendra que celui qui l'avait fait gagner par copinage est venu casser sa décision et dire que leur décision était nulle et de nul effet. Et donc, que sur la base du droit et surtout de la vérité, Alassane Ouattara a été rétabli dans ses droits. Donc, Laurent Gbagbo peut se promener pour dire qui a gagné l'élection là. On s'en fout. On sait qui a gagné. Et celui qui avait fait gagner Laurent Gbagbo est venu dire que c'est le Satan qui les avait habités. Et cette même personne, Yao Paul André, s'est dédié en disant que les décisions qu'il avait eu à prendre là sont des décisions caduques, non avenues et sans valeur. C'est ça qui est important et c'est ça qui demeure dans les annales de la Côte d'Ivoire. En raison de la supériorité des normes internationales sur les normes internes. Article 5. La présente décision sera affichée et publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire, délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du 4 mai 2011. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Et priez de bien vouloir. De la décision, la sortie de crise en Côte pupitre. Nous laissons écouter la prestation, c'est bon. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution, de protéger les droits et libertés des citoyens, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans l'intérêt supérieur de la nation. Que le peuple me retire sa confiance et que je subisse la rigueur des lois si j'ai trahi mon serment. Le public vient donc de prêter serment, debout, la main droite levée, le drapeau de la République. Nous vous donnons acte du serment que vous venez de prêter. Disons que du tout, il sera dressé procès verbal pour être recouru en cas de besoin. Ainsi donc, le président Alassane Ouattara venait de prêter serment. Ce qui nous fait passer naturellement à l'épisode 4, Alassane Ouattara, du 11 avril 2011 au 11 avril 2023. Voilà effectivement 12 ans que le président docteur Alassane Ouattara gère la Côte d'Ivoire en bon homme d'État. Tout comme à l'époque de Félix Houphouët-Boigny, le champ de guerre dont il a hérité des mains de Laurent Gbagbo s'est transformé en un havre de paix, de prospérité
et du vivre ensemble sur lequel toutes les populations vaquent à leurs occupations. Faut-il aussi rappeler que la Côte d'Ivoire, sous la dirigeance du président Alassane Ouattara, rayonne également sur l'échiquier international. Le pays fait même rêver à des lendemains meilleurs. En 2015, des élections se sont passées sans violence. Malheureusement, en 2020, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo, Sorokiba Fori Guillaume, Albert Mabrito Akeuze, Afi N'Guessan, Simone Eive Gbagbo et toute la bande des opposants maléfiques vont créer le Conseil national de transition, en abrégé CNT, pour s'aimer la mort en utilisant des méthodes dignes du djihadisme. L'on comptera au plus bas mot 86 morts. Si le gouvernement actuel est à saluer pour avoir maintenu les indicateurs du développement, de la paix et de la prospérité, il n'en demeure pas moins que le trop grand laxisme du côté de la justice risque de faire basculer la Côte d'Ivoire dans les ténèbres le jour même où Alassane Ouattara ne sera plus au pouvoir. C'est ce qui nous amène à cette conclusion, qui est un texte de notre père bien-aimé Alexis Diat. Pour que la Côte d'Ivoire puisse être pleinement en Afrique subsaharienne un hub d'expérience démocratique et de politique de développement endogène, l'un des enjeux fondamentaux de la démocratie ivoirienne est de réinventer l'espace public par le débat d'idées, par la confrontation programmatique et les projets sociétaux, d'en évacuer et d'en extirper les anti-modèles discursifs et les schémas mentaux composant la superstructure idéologique des régimes autocratiques qui se succédèrent entre 1995 et mars 2011. La Côte d'Ivoire ne sera pleinement un hub en matière de politique et de développement endogène que si la démocratie, qui en est la nécessaire médiation, s'y accomplit selon sa substance. Il faut pour cela que la représentativité sociale des partis et des acteurs politiques, leur capacité à justifier argumentativement et programmatiquement leur prétention à exercer le pouvoir d'État soit aux yeux des populations le critère ultime de leur légitimité politique. Mesdames et messieurs, c'était la présentation que nous pouvions faire pour ce 11 avril 2023